Alors, bonsoir à toutes et à tous. Au nom du bureau du club HEC Finance d'entreprise, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette première manifestation de 2024. Donc, permettez-moi d'abord vous expliquer en bref l'activité du club HEC Finance d'entreprise. C'est un club qui réunit plus de 3200 anciens HEC qui s'intéressent de près ou de loin des problématiques de direction financière au sens très, très large. Depuis la création, le club organise 4 à 5 manifestations par an, ce qui nous amène déjà à presque 70 manifestations depuis la création. On est toujours avec un thème de l'année qui reprend les grandes tendances du marché, des problématiques, des contraintes réglementaires et autres pour les directions financières. Eh bien, l'objectif, ce n'est pas seulement à vous tenir au courant de ce qui se passe, mais également à permettre à chacun d'entre vous d'enrichir son réseau professionnel. Alors, nous avons pris l'habitude, depuis maintenant plusieurs années, d'inviter nos amis Pascal Kiry et Yann Lefour pour l'occasion de la réédition de Vernimen, qui est, je pense, pour beaucoup d'entre vous, la Bible de tous les financiers. Et donc, comme vous savez, c'est un ouvrage qui est disponible aussi bien en papier. Donc, si vous l'avez apporté ce soir, vous aurez le plaisir d'avoir un autographe des co-auteurs. Mais il existe aussi en format électronique et chaque année, il est enrichi avec des exemples très concrets et il a également une introduction sur les problématiques du moment. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Pascal et Yann, alors nous avons deux banquiers et deux choses en commun également, c'est que aussi bien Pascal que Yann sont des professeurs à HEC en finance depuis de nombreuses décennies. Donc, certainement, certains d'entre vous, ils les ont eu comme professeurs. En plus, ils ont un passé commun chez BNP Paribas. Il y a aussi, je pense, Pascal, vous êtes à la tête de chaire HEC BNP Paribas qui vient d'être renouvelé, si je ne me trompe pas. Et Yann, donc, vous êtes rentré récemment de New York, donc vous êtes Natixis, et Pascal, en plus de vos activités de professeur, vous êtes aussi un investisseur dans des PME et dans les ETI et startups au travers d'un fonds qui existe depuis maintenant plus que 10 ans. Voilà, donc l'année dernière, à cette époque, on a eu une manifestation sur l'impact de l'inflation sur la gestion des entreprises. Et bien naturellement, cette année, la conséquence, c'est la hausse des taux et les conséquences qu'il y a pour les directions financières et pour les entreprises à gérer dans un environnement de hausse de taux, sachant que l'inflation, on n'avait pas connu en France depuis des décennies, donc peu d'entre nous avaient géré des entreprises en temps d'inflation, ce qui n'est pas le cas peut-être en temps des taux hauts. Toutefois, depuis 2008, les taux étaient très bas, donc effectivement, il a certainement eu des entreprises qui ont fait des erreurs. Donc, je pense que ce serait très intéressant que vous nous présentez quelles sont les conséquences que vous observez pour les entreprises et nous donner évidemment des cas concrets pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou faire. Donc, on va essayer. Bien, bonsoir à vous tous. Alors, pour les fidèles d'entre vous, vous vous étonnerez peut-être que, voici une fidèle, Monique, que notre réunion habituelle du mois de novembre, nous l'ayons déplacée au mois de février. En fait, la raison, c'est mon co-auteur qui est rentré en novembre de New York, donc on a attendu qu'il ait fini son stage de 3 mois d'amélioration de 3 ans d'amélioration de son anglais à New York. Et comme aux dernières fois, il n'était pas là, c'est lui qui va commencer. Donc, effectivement, l'effet marquant cette année, pour notre édition, ça a été le retour de l'inflation et des taux d'intérêt réels significatifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? On a eu une réaction en fait, très tardive des banques centrales à une inflation qu'on croyait au début très temporaire. Donc, les banques centrales ont laissé l'inflation
se manifester, disant que ça allait durer quelques semaines, quelques mois. En fait, le contexte était extrêmement compliqué à lire. Hein. C'est vrai qu'on était post-Covid, avec des effets du Covid qui n'étaient pas évidents à lire sur le long terme. On a eu la guerre en Ukraine, bien évidemment, la flambée des prix de l'énergie, du pétrole et de l'énergie. Tout ça dans un contexte de chômage très faible, ce qui était assez étonnant. Donc, des signaux très contradictoires. Et donc, et le dernier point, c'est les perturbations sur les lignes de production et donc la logistique et les coûts de logistique qui ont flambé de manière très importante. Et donc, on le voit sur ce graphe ici. L'inflation est montée jusqu'à une dizaine de pourcents, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et donc là, c'est illustré avec la BCE, mais on a la même chose avec la Fed. La réaction des banques centrales s'est manifestée plusieurs mois après que l'inflation ait dépassé les niveaux cibles de la BCE, donc le 3%, de 3%, et on a attendu jusqu'à l'été, alors que ça faisait déjà quasiment 6 mois que l'inflation devenait significative. Corollaire, bien évidemment, c'est que les taux d'intérêt, suite à la réaction tardive mais violente des banques centrales, les taux d'intérêt, les taux d'emprunt des entreprises a grimpé de manière parallèle à la hausse des taux directeurs des banques centrales. Et on a eu un triplement des coûts de financement des entreprises sur les nouveaux crédits, parce on s'était habitué assez facilement depuis 5 ans à des taux d'emprunt aux alentours de 1, 1,5%, hein, c'est ce qu'on voit sur le graphe. Et on a retrouvé des taux qu'on connaissait il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, qui étaient des taux aux alentours de 4,5%, voire 5% pour les PME. Là, c'est un graphique qui nous montre le yield to maturity, donc le taux de rendement des obligations. Ici, je crois que c'est l'obligation Michelin. On a bien sûr, le même phénomène, c'est-à-dire que le rendement implicite des obligations a grimpé, tout comme le taux d'emprunt sur les nouveaux prêts des entreprises. Le corollaire, c'est, vous vous souvenez tous de vos cours de finance, c'est que si le rendement à terme des obligations grimpe de manière importante, c'est que le prix d'achat de l'obligation chute fortement, parce que l'obligation, elle a un taux facial qui ne bouge pas. Et donc, pour pouvoir servir ici, on a le 4%, le 3,5%, 3,65% sur l'obligation Michelin, alors qu'elle a été émise avec un taux facial de 0,62%, bah, le prix de l'obligation Michelin est tombé à 66% de sa valeur faciale. Ce n'est pas que le risque Michelin était supérieur, hein, le risque Michelin n'a pas bougé, mais le rendement s'est ajusté, le prix s'est ajusté pour donner le rendement équivalent sur le marché. Pour les entreprises, alors ce qu'on a pu observer, c'est que, à part quelques cas sur lesquels on reviendra, l'impact sur les entreprises aujourd'hui reste très limité. Bien qu'il y ait un choc sur les coûts de financement, ça reste limité pour plusieurs raisons. D'abord, les directions financières s'étaient largement couvertes contre la hausse des taux. Ce n'était pas sorcier de deviner quand les taux étaient à 1,5%, qu'ils ne pouvaient que monter et qu'il n'y avait pas grand-chose à gagner à avoir des taux variables à ces niveaux-là. Par ailleurs, les emprunts, le stock d'emprunts des entreprises ne s'ajuste pas mécaniquement aux nouveaux taux. C'est quand on renouvelle, si on est couvert sur ces taux passés, sur ces emprunts passés, c'est quand on renouvelle les emprunts que le nouveau taux d'endettement arrive, et donc le coût de financement grimpe au fur et à mesure et non pas d'un seul coup dans le bilan des entreprises. Et le dernier point qui est un peu plus technique, mais qui se comprend bien, c'est que le taux réel d'endettement a largement été négatif pendant toute la période d'inflation forte. Donc les entreprises se rattrapaient
d'un coût de financement plus élevé sur une hausse des prix de leurs produits qui leur permettait d'avoir des marges qui augmentaient. Donc, ce n'est que depuis l'été dernier que finalement, le taux d'emprunt devient un taux d'emprunt réel positif. Donc, on va continuer. Donc, on a revu cette loi de base et je ne vais pas interroger quelqu'un au deuxième rang pour vérifier avec lui ou elle que lorsque les taux montent, les valeurs baissent, etc. Donc, ça, c'est bien connu sur les titres de dette à taux fixe. Mais sur les actions, vous voyez bien qu'on aurait peine à voir à une baisse forte des actions. Pas du tout. On va l'expliquer dans un instant. C'est vrai à la fois en Europe, c'est vrai aussi aux États-Unis, voilà, on va pas, et c'est vrai aussi, on peut même aller regarder dans un marché émergent, pas très loin de chez nous, à Casablanca, sur la bourse de Casablanca, on ne voit pas vraiment de baisse très forte comme on pouvait en voir sur le cours de l'obligation Michelin. Et puis, si on regarde plus en détail, ici, on a sorti des multiples par secteur. Vous voyez que les multiples baissent un petit peu, si vous voulez, c'est des multiples de valorisation de BE, mais la baisse est assez faible et surtout, elle s'applique au cours du temps à des agrégats qui ont plutôt monté. Donc 12 fois un EBE de 2022 à 100, qui devient 11 fois un EBE de 2023 à 108, la valeur ne change quasiment pas, enfin, c'est peu perceptible. Et puis on l'a retrouvé aussi, d'ailleurs, on a reproduit l'indice Argos qui s'intéresse aux transactions. Cette fois-ci, ce n'est plus des opérations boursières portant sur des fractions du capital, mais des changements de contrôle, principalement des ETI, de la taille qui est visée entre 15 et 500 millions de valeurs d'actifs économiques, d'enterprise value en anglais. Et vous voyez que, bon, certes, il y a eu peut-être une escalade fin 2021, mais on n'a pas une chute monstrueuse des multiples, comme on a pu en observer, par exemple, en 2006 et 2008. Enfin, 2008 par rapport à 2006. L'explication, on l'a déjà retrouvée dans le temps, c'est déjà arrivé, cette situation-là, on l'avait en 2003-2004, c'est-à-dire que fondamentalement, le taux de rentabilité demandé par les actionnaires, qui est la courbe la plus élevée, qui doit être en bleu, je parle sous le contrôle. Oui, Pascal ne voit pas les couleurs. Oui, j'ai un peu de mal avec certaines couleurs. Mais enfin, rassurez-vous, quand je conduis, je vois bien la différence entre le rouge et… Bon, donc, on a un taux de requis sur les actions pour les actionnaires que le MEDAF nous permet de déterminer. Vous voyez, est à peu près stable au cours du temps. On est remonté, oui, avril 2022 jusqu'à la fin de l'année dernière. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on a bien une hausse du taux de l'argent sans risque insufflée par la BCE, mais la prime de risque du marché action s'est dégonflée parallèlement. De la même façon que pendant qu'on avait une période de taux d'intérêt très très bas, le marché n'y a jamais véritablement cru. Et en fait, on avait un taux de rentabilité demandé par les actionnaires qui restait finalement assez stable parce que la prime de risque avait beaucoup monté. Et là, elle se redégonfle avec la remontée des taux de l'argent sans risque. Et donc, on a une très grande stabilité à ce niveau-là, ce qui explique pourquoi la remontée des taux d'intérêt n'a pas eu d'impact majeur sur les cours des actions de ce fait. Donc, par contre, sur les obligations, enfin, je sais que la pédagogie, c'est la répétition, donc je le redis pour les jeunes du deuxième rang et d'autres. Voilà, hein, donc sur Michelin, la hausse des taux d'intérêt que vous voyez en bas, ça se répercute mécaniquement, indépendamment de la santé financière de Michelin, qui est très bonne par ailleurs, par une baisse significative de la valeur de ses obligations cotées. On est allé chercher un emprunt émis en 2020 sur 2040, ce qui montrait tout le talent du directeur financier ou la directrice financière de Michelin à l'époque, parce que s'endetter à 0,625% sur 20 ans, c'était quand même une des meilleures décisions qu'il ait pu prendre à ce moment-là. Bon, alors, ça a un impact très fort. Vous voyez une baisse d'un tiers du cours de l'emprunt Michelin sur une durée très longue. Bon, mais quand on regarde d'autres types de produits financiers qui ont des très longues durations, et on pense en particulier aux startups, bon, on voit très bien sur les startups un impact, par contre, là, très net, parce que vous avez une illustration ici où en fait on valorisait sur des multiples d'ARR. L'ARR, c'est une estimation d'un chiffre d'affaires récurrent, si vous voulez. Bon, déjà, valoriser des sociétés sur la base d'un chiffre d'affaires, bon, oui, quand il n'y a pas de résultat, il faut un peu remonter, quoi. Bon. Donc, bon, c'est des fintechs, elles sont cotées en bourse, elles ont peut-être un avenir tout à fait prometteur, mais vous voyez, au lieu de les valoriser 20 fois leur chiffre d'affaires, pour simplifier, on les valorisait
à la fin de l'an dernier, simplement 4 fois. Et l'atmosphère, on le vit nous dans nos actionnaires et au bord de plusieurs startups, l'atmosphère a totalement changé. C'est plus je brûle du cash pour faire de la croissance et prendre de la part de marché avant que d'autres n'arrivent ou en écrasant les autres. C'est tu as intérêt, mon vieux, à réduire ta consommation de cash parce que tu n'es pas sûr de pouvoir relever. Et si tu relèves des fonds, tu vas les relever dans des conditions financières. Tu es passé de 20 fois de valorisation à 4 fois, ce qui, on ne va pas rentrer dans les détails, on vous renvoie au chapitre 42 du Verniman pour ceux que ça passionne, mais a des conséquences financières très négatives pour les start-upers, les dirigeants de start-up, du fait de la façon dont sont structurées les levées de fonds à notre époque. Donc, il y a une grande pression dans les startups, et vous avez entendu parler de startups qui sont plus ou moins matures, qui licencient les effectifs parce que, voilà, et puis certaines qui vont au tapis, un assureur récemment repris par Allianz et d'autres. Ah oui, alors après, on peut se demander, les esprits, alors je suis déçu qu'au deuxième rang, il n'y a pas eu cette réflexion déjà, mais peut-être que c'est par timidité qu'elle n'est pas venue, mais normalement, vous pourriez me dire, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez une baisse de valorisation, alors que vous avez expliqué qu'il y avait un taux de rentabilité exigé par les actionnaires qui était stable. Ce n'est pas très cohérent, votre affaire. Alors, si on creuse un petit peu dans ces sociétés extrêmement risquées, ce qu'on voit aussi dans ce type de phase, c'est que c'est en moyenne le taux de rentabilité demandé par les actionnaires est stable, mais que vous avez un écartement des taux de rentabilité demandés, et qu'en particulier les sociétés les plus risquées, elles vont avoir une augmentation significative du taux de rentabilité demandé, et les moins risquées, comme L'Oréal par exemple, une baisse du taux de rentabilité demandé. Même si en moyenne on est flat, il y a un écartement important qu'on a matérialisé ici en allant vous chercher une société hollandaise peu connue, mais qui est probablement, je crois, la 3e capitalisation boursière européenne, ASML, qui fabrique des machines pour faire des circuits imprimés, donc qui est quand même très tech, probablement la plus grosse tech d'Europe. Bon, vous voyez, son bêta est passé de 1,4 à 1,80. Donc ensuite, quand vous appliquez ça dans la formule de taux de rentabilité exigée par les actionnaires, bien, vous avez un effet de déformement, de déformation qu'on a déjà observé en d'autres époques. Merci. Donc, on va en venir aux exemples concrets. Dans toute période de crise et notamment de hausse de taux d'intérêt, alors on a mis, quand les eaux montent, on voit si les digues tiennent, et quand les eaux baissent, on voit qui n'a pas de maillot. Et donc, on va voir effectivement les groupes qui sont mal gérés, ou voir les escroqueries qui se dévoilent. La première, c'est FTX, donc la plateforme d'échange de crypto-monnaies, valorisée très peu de temps avant sa déconfiture, 32 milliards d'euros, et qui comme Enron en son temps, ou Madoff, on a révélé une escroquerie, parce que là, il n'y a pas d'autre mot, hein, ce n'est pas une mauvaise gestion, c'est une escroquerie, puisque son patron avait renfloué des pertes en piochant dans les avoirs des clients. Donc, le sujet, c'est que avec la montée des taux d'intérêt, les gens se sont demandé est-ce que c'est bien utile d'investir dans des crypto-monnaies qui, certes, me font miroiter des taux d'intérêt, des taux de rendement, des taux de retour très importants, puisque je peux commencer à avoir ça sur des obligations plus classiques ou, si je veux, des taux plus élevés, des obligations à yield. Donc, on a eu un désintérêt pour les crypto-monnaies, et donc ça a naturellement provoqué des pertes chez FTX, qui a cherché d'abord à les cacher en jouant sur le Bitcoin, mais comme le Bitcoin baissait, continuait à baisser, le patron de FTX a été pioché dans la caisse, hein, chez les clients, pour renflouer ses propres pertes. Ça, c'est le premier exemple d'une déconfiture liée à la hausse des taux d'intérêt.
Alors, il y a quelques années, mais c'était en 2017 ou 2018, on avait publié un article dans la lettre Vernimen justement sur les zombies, parce qu'on en parlait beaucoup. Et en fait, quand on regardait statistiquement, après, il y a différentes façons de déterminer ce que c'est qu'une entreprise zombie. On pensait que c'est une entreprise qui survivait parce que les taux d'intérêt étaient très très bas grâce au programme de quantitative easing de la Banque centrale européenne en particulier. Bon, et on avait quand même eu beaucoup de mal à trouver des vrais zombies, enfin, en tout cas beaucoup moins que le prétendait la presse à la recherche de sensationnalisme. Enfin, celui-ci, il n'y avait aucun doute que déjà à l'époque, on pouvait le considérer comme un zombie parce que c'est quand même un groupe qui a une rentabilité économique plus petite que son coût du capital depuis 2011. Donc voilà, ce n'était pas un petit accident récent. Donc, ça veut simplement dire, comme ma maman me le disait quand j'avais 7 ans, tu sais, Pascal, tu auras des problèmes dans la vie si tu gagnes moins que ce que tu dépenses. Donc, le coût du capital, c'est combien me coûte l'argent, et la rentabilité économique, c'est ce que me rapportent mes actifs. Donc, on peut avoir ces situations-là pendant un certain temps, mais de façon continue pendant 13 ans, voilà, c'est quand même un indicateur qu'il y a un problème. Bon, des ventes en baisse depuis 2013, et vous savez que la grande distribution, c'est quand même le secteur dans lequel les BFR sont les plus souvent négatifs. Donc, quand vous avez un BFR négatif, mais que l'activité se contracte, bah, les variations du BFR qui est négatif, elles sont positives. Ça veut dire qu'au lieu que ça vous apporte du cash, comme dans une entreprise industrielle classique, où la réduction de l'activité apporte du cash, là, la décroissance du besoin en fonds de roulement, parce que les hypermarchés, les supermarchés, ça ne fait plus rêver, ça a conduit chez Casino régulièrement à avoir un BFR de moins en moins négatif et donc un impact négatif sur les flux de trésorerie dégagés, donc réduisant la capacité de l'entreprise à générer du cash pour faire face à ces exigences de dette. Donc, ils sont passés à 4 fois au-dessus de l'EBE à partir de 2015, un flux de trésorerie disponible négatif. C'est-à-dire là, je tiens compte des investissements qui sont faits à partir de 2017. Et puis, à partir de 2019, 6 fois le BE, même dans un secteur relativement stable comme la grande distribution, ça fait quand même vraiment beaucoup, beaucoup. Et en 2022, on a eu un bond des 26% des frais financiers pour les raisons qu'on s'est dites tout à l'heure. Ça faisait 87% d'un résultat d'exploitation stagnant. Et là, vous me permettrez de faire un petit peu de latin. Ite missa est. La messe est dite, les actifs valent moins que les dettes nettes, et vous avez vu, comme nous, que Casino a cédé la totalité de ses hypermarchés et supermarchés, et qu'elle a procédé à une augmentation de capital qui a laminé de plus de 99, enfin, on aurait pu rajouter un troisième neuf derrière les deux premiers, les actionnaires actuels, et ce graphique l'illustre un petit peu. Enfin, il faut quand même bien comprendre que de là à là, ça vous paraît une très très grosse distance, mais ça c'est l'échelle, parce qu'il y a 61 centimes de là à là quand même. Et de là à là, il y a 9,40 €. Donc, bon, voilà. Bon, ça arrive à chaque fois qu'on a des crises que les plus faibles disparaissent, mais c'est un mouvement schumpeterien naturel. Orpea, un autre cas intéressant. Donc, la publication des Fossoyeurs, qui est un ouvrage qui dénonçait des maltraitances dans les établissements, a initié une inquiétude sur Orpea, mais nous, notre analyse, et on va la partager avec vous, c'est que sans même ces problèmes opérationnels, Orpea était destiné à mettre la clé sous la porte, ou en tout cas à être structuré de manière massive avec la hausse des taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que le premier point, c'est que les investisseurs actions se sont laissés berner par une règle comptable qu'on a dénoncée dans le Vernimen depuis sa mise en œuvre, qui est l'IFRS 16, puisque cette règle hausse le BE du montant des loyers, mais ne met en dette que la valeur actualisée sur la durée de la location des cash flows futurs. Donc, j'augmente mon EBE comme si je n'allais jamais avoir à louer mon établissement. Par contre, en dette, je n'ai ma dette que sur 9 ans et non pas sur l'infini, comme si au bout des 9 ans, le bien m'appartenait. Or, le bien ne m'appartient pas
et je devais devoir relouer mon bâtiment, ma clinique. Et donc, ça biaise le ratio dette sur EBE. Et donc, si on regarde le dette sur EBE avec IFRS 16, on est à 10 fois sur Orpea, qui est déjà un niveau extrêmement élevé, hein, mais qui était justifié parce qu'on avait de l'immobilier de manière importante. Si on corrige de l'IFRS 16, on est à 20 fois. Donc, si on corrige le biais lié à une norme comptable qui n'est pas financièrement correcte, on a 20 fois. Malheureusement, les investisseurs actions n'ont pas fait ce raisonnement-là. Ce qui est dommage parce que c'est expliqué noir sur blanc dans le chapitre 8 du vernis même. Hein. Et que les évaluateurs ont l'habitude de le faire. On avait fait une étude dans la lettre Vernimen du mois de février de l'an dernier. On avait regardé les pratiques des 11 analystes financiers qui suivaient Orpea et qui publiaient des notes auxquelles on avait accès. Il n'y en avait que 2. On était très contents quand même parce que c'était dans sa maison et dans mon ancienne maison qui ne faisaient pas d'erreur de raisonnement. Mais les 9 autres sont passés complètement à côté et étaient à l'achat sur Orpea. Bon, les problèmes d'Orpea pouvaient s'anticiper en regardant les flux de trésorerie. Hein. C'est toujours le basique. Hein. Regardez les flux de trésorerie. Ici, des flux de trésorerie de moins de 300 millions, alors que l'endettement net était de 7 milliards, 7 milliards 4, 7 milliards 5. Et là, pour les étudiants, quand Yann dit 300 millions, c'est avant tout investissement. Or, même dans une maison de retraite, vous avez besoin de moderniser régulièrement. Donc, c'est 300 millions de flux de trésorerie d'exploitation, pas de flux de trésorerie disponible. Donc, on n'imagine pas comment la société pouvait techniquement se désendetter à court, à moyen ou même à long terme. Et la rentabilité économique, elle était tombée de 4% à 2%, loin du coût du capital. Et 2%, on se rappelle de la hausse des taux d'intérêt, on devient bien évidemment très proche, voire inférieur au taux d'intérêt, donc avec un effet massue sur la rentabilité de la société. Alors ensuite, il y avait les investisseurs dettes et les analystes dettes qui ne sont pas du tout les mêmes, même s'ils travaillent dans la même maison. Et eux, ils ne sont pas tombés dans le piège d'IFRS 16, ils ont bien raisonné, mais ils sont tombés dans un autre piège qui est celui de la sophistication intellectuelle qui nous menace toujours, avec l'application du raisonnement, ce qu'on appelle le copropco, dans lequel, lorsqu'une société possède son immobilier d'exploitation, on peut être amené à se dire, bon ben voilà, en fait, j'ai 2 parties, j'ai la partie d'exploitation. La partie d'exploitation, en fait, elle loue des locaux, même si l'entreprise en est propriétaire, à une autre société qui est une société sœur fictive au sein du groupe, qui est la propriétaire des locaux, si vous voulez. Et puis, on valorise le groupe en disant, ben voilà, il y a la société Propco qui est propriétaire de l'immobilier, donc l'immobilier, c'est X euros le mètre carré. Et puis, en face, il y a de l'exploitation, mais il y a un coût des loyers que je verse à l'autre partie, et puis je fais la somme des deux, si vous voulez. Ce qui peut être techniquement utile si vous voulez valoriser les Galeries Lafayette qui possèdent leur immobilier versus le Printemps qui ne possède pas son immobilier d'exploitation. Bon. Mais bon, au cas particulier, ce raisonnement qui est très, très joli, il a quand même conduit à se focaliser sur une partie de la dette qui était non garantie par des garanties immobilières, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'hypothèque, qui était une toute petite partie de la dette, qui était 13% de la dette, alors que l'essentiel de la dette était garanti par de l'immobilier. Mais avec un immobilier qui était valorisé en fonction du chiffre d'affaires. Le jour où le chiffre d'affaires n'a pas pu suivre l'inflation parce que voilà, quand vous êtes un retraité, voilà, il faut du temps pour indexer le loyer que vous payez à l'EHPAD, et puis que le bouquin est arrivé, et puis que les gens, un certain nombre d'entre eux sont partis ou n'ont pas voulu venir. Bref, et donc vous avez eu, et puis avec une hausse des taux d'intérêt, ça fait, on retrouve la loi de Michelin, hein, et avec la hausse des taux d'intérêt, ça fait baisser les valeurs immobilières et donc ça fait baisser les garanties qui étaient adossées à l'essentiel de dettes qui étaient perçues comme des dettes non risquées parce que des dettes sécurisées. Résultat des courses, vous l'avez vu, enfin, il y a le graphique, mais le chiffre que je trouve le plus frappant, c'est que le nombre d'actions de la société, il y avait 64 millions d'actions de la société, et maintenant il y en a 159 milliards.
Voilà, 64 millions est devenu 159 milliards. Donc, évidemment, les actionnaires anciens ont été dilués à 99-96%. Et encore, ils peuvent estimer heureux que la Caisse des dépôts soit venue les sauver. Parce que même le prix de l'augmentation de capital, il a été fait à un prix qui était supérieur à la valeur des actions, qui était en fait une valeur négative. Enfin, bon, quand ça se fait à quelques centimes, c'est plus tellement le sujet quand on émet autant d'actions. Donc, on a trouvé un seul analyste dette qui avait bien raisonné sur Orpea, chez Octo Finance, qui avait dit à ses clients, vendez la dette Orpea avant janvier 2022, qui avait fait bon raisonnement indépendamment des problématiques soulevées par l'ouvrage Les Fossoyeurs. Et notre conseil, si on peut se permettre de donner un conseil, c'est qu'il faut se méfier de la sophistication, il faut essayer de toujours raisonner simple. Yann le rappelait tout à l'heure en parlant de cash pour la capacité côté action, hein, et en matière d'endettement, on rembourse ses dettes avec du cash. Je suis désolé, ma maman me l'avait déjà dit il y a 55 ans, et bien d'autres avant elle. Voilà. Voilà. Un dernier exemple, SVB, Silicon Valley Bank, qui est assez intéressant puisque là, c'est de la mauvaise gestion. Donc là, on n'est pas dans l'escroquerie, clairement. Donc SVB c'était la banque des startups américaines, notamment de la Silicon Valley. Et donc, SVB avait en dépôt l'ensemble du cash qui était dans ces startups, hein, qui était donné par les investisseurs et qui devait être investi au fur et à mesure par ces sociétés, donc avec un montant de cash très important. Et en face, elle plaçait ce cash sur quelque chose qui pouvait paraître relativement sain, c'était des obligations d'État américaines à long terme. Donc, obligations d'État pour ne pas prendre de risque de solvabilité, mais ils allaient chercher du taux fixe à long terme. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient avoir un petit rendement quand même. Et donc, le court terme était à taux zéro, voire négatif. Le long terme, on allait chercher quelques pourcents de rentabilité face à des dépôts qui n'étaient pas rémunérés. On avait quelque chose qui tenait à peu près la route en termes de génération de PNL, de compte de résultat. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé avec alors là, ce n'est pas vraiment la hausse des taux d'intérêt, mais c'est plus le désengouement pour les valeurs tech et pour l'investissement du venture capital. Les sociétés qui avaient leurs dépôts chez SVB ont commencé à retirer leurs dépôts pour faire face à des périodes de vaches maigres en termes de levée de fonds. Face à ça, SVB a dû commencer à vendre les obligations. Les obligations étaient détenues à long terme et donc apparaissaient au bilan à leur valeur historique. Et quand ils ont commencé à vendre, on s'est aperçu que la valeur était beaucoup plus faible que la valeur historique normale. C'est l'effet obligation Michelin qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les investisseurs se sont aperçus qu'une grosse partie des fonds propres de SVB étaient en fait déjà implicitement, bien que les pertes ne soient pas réalisées, il y avait des pertes latentes en termes d'investissement qui étaient très importantes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que alors que les moins-values, les investisseurs et les sociétés qui avaient leurs dépôts se sont aperçus que les moins-values latentes représentaient l'essentiel des fonds propres, ils ont commencé à retirer leurs dépôts. Parce qu'une banque sans fonds propres, on n'aime pas laisser son argent dans une banque sans fonds propres. Et donc là, on a eu, c'est à l'américaine, hein, donc les montants sont toujours vertigineux. Donc les sociétés ont retiré via leurs applications et leurs apps bancaires 500 000 $ par seconde. Et donc, en une journée, il y a 42 milliards de dépôts qui ont disparu. Donc, il y a un effet boule de neige, parce que les dépôts disparaissant, SVB devait vendre plus d'obligations, réaliser plus de pertes. Et en un week-end, finalement, la société a dû être bailed out, a dû être sauvée par l'État américain qui a garanti les dépôts et en fait nationalisé la banque. Donc là, c'est une mauvaise gestion
clairement une mauvaise gestion du management. Parce qu'avant, on a beaucoup indiqué à ce moment-là que la réglementation américaine était mauvaise. C'est vrai qu'elle l'était pour les petites banques, hein, parce qu'elles n'étaient pas régulées de la même manière que les grandes banques. Mais avant de taper sur la réglementation américaine, il faut bien se dire qu'il y a une erreur évidente qui a été faite de la part du management de SVB, qui était finalement de spéculer sur la permanence des taux bas et de se dire que les taux allaient jamais remonter, donc de ne pas se couvrir les obligations dans lesquelles ils investissaient sur une hausse des taux. Et donc, aller chercher un peu de profit marginal en faisant de la transformation des dépôts en actifs à long terme, et de ne pas se poser la question de qu'est-ce qui se passe si les taux montent. Alors, les taux ont monté graduellement et pourtant, la banque a fait faillite en quelques jours. Oui. Alors, juste pour rassurer les plus jeunes d'entre vous, enfin les rassurer, il y a quand même peu de banques qui ont fait l'erreur aussi monstrueuse que SVB. La plupart des autres banques avaient correctement géré leurs actifs et leurs passifs. Ce qui fait que vous n'avez pas eu vous avez eu trois faillites aux États-Unis comme ça, de banques significatives, mais dans le reste du monde, il n'y en a pas eu. Et pourtant, il y a eu des mouvements très importants dans les bilans des banques. Mais voilà. Et le deuxième point aussi pour les plus jeunes d'entre vous, n'oubliez jamais lorsque vous déposez 32 € à la banque de Jouy-en-Josas que vous lui prêtez de l'argent. C'est vous qui lui avez prêté de l'argent. Et donc, est-ce que vous pensez que la banque de Jouy-en-Josas peut vous les rembourser ou pas? Au-delà du taux d'intérêt qu'elle peut vous proposer, c'est quand même la question qu'il faut se poser, la solvabilité d'une banque. Alors, vous n'êtes pas supposé faire des analyses financières de banque tous les jours. D'ailleurs, on ne vous l'enseigne pas sur le campus, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, un rating est une aide naturelle, si vous voulez, ou une banque est tellement grande qu'elle ne peut plus faire faillite, c'est quand même une bonne assurance. Hein. Donc, évitez la banque de Jouy-en-Josas dans la mesure du possible. Les grandes entreprises font, certains d'entre vous le savent, mais peut-être pas les étudiants, les grandes entreprises, quand elles mettent des dépôts, regardent non seulement la solvabilité de la banque, mais diversifient les banques, ont des seuils maximum de dépôts sur les banques, justement pour garantir que si jamais il devait y avoir un souci dans une des banques où elles déposent, ça n'impacterait pas de manière significative leur bilan. Alors, Crédit Suisse, c'est une série hallucinante de ce côté-ci de l'Atlantique d'incompétence qui durait depuis longtemps. Je vous épargne par cruauté. Et l'élément final déclenchant, ça a quand même été encore une autre incompétence quand le principal actionnaire du Crédit Suisse, qui était une banque d'Arabie Saoudite, dirigée par l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Arabie Saoudite, donc quelqu'un qui était supposé quand même avoir des connaissances. Un journaliste lui demande à Paul Pourpoint, est-ce que s'il y avait une recapitalisation post-SVB nécessaire du Crédit Suisse, est-ce que vous la suivriez? Et au lieu de répondre, mais le sujet ne se pose pas du tout, puisqu'on a 14% de ratio de capitaux propres par rapport aux engagements, alors que le niveau exigé est de l'ordre de grandeur de 11%. Au lieu de répondre ça, en disant votre question ne se pose pas, il a répondu quelque chose absolument catastrophique, absolument pas. Voilà. Alors, il y a deux anecdotes là-dessus. Le absolument pas, c'était réglementaire, parce que je crois qu'ils étaient limités réglementairement. Et le deuxième point, c'est que il y a eu un problème bête, c'est que Saudi National Bank, c'est SNB, Bloomberg a titré SNB ne sauvera pas ou ne participera pas à une augmentation de capital de Crédit Suisse. SNB, c'est aussi Swiss National Bank. Et les investisseurs se sont demandé, voyant le titre, se sont demandé pendant toute la journée, ou en tout cas les rumeurs ont couru sur est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre. Et donc, si la banque fédérale suisse ne suit pas l'augmentation, n'aide pas au bail-out de Crédit Suisse, là, on avait une catastrophe de toutes les façons assurée. Non, mais morale, il faut toujours appeler les banques centrales par leur nom de leur pays. Banque nationale de Suisse, ce n'est pas la même chose que Saudi National Bank en initiale.
Bon, donc vous avez vu, enfin, voilà, une catastrophe et ça a été précipité dans les bras d'UBS qui n'attendait que ça d'une certaine façon à un prix absolument ridiculement bas. Mais de toute façon, c'était ça ou la crise de liquidité, la non-ouverture le lundi. Donc voilà, ils n'avaient malheureusement pour eux pas d'autre solution sur ce sujet-là. Et donc, je redonne la parole à Yann. Parce que c'était une erreur de ma part. Non, ça arrive. Donc maintenant, alors ce qu'on peut observer aujourd'hui, ça c'est la courbe des taux, ça c'est euro et ici on l'a en dollars, elle a à peu près la même forme. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette courbe des taux? Elle nous dit que l'ensemble du marché anticipe une baisse des taux relativement rapide qui devrait se normaliser. Donc on voit que la courbe des taux est inversée, hein, normalement, en période, la plupart du temps les taux bas sont plus faibles que les taux longs parce qu'il y a une préférence pour la liquidité versus geler son argent sur le long terme. Ici, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que les investisseurs anticipent que les taux vont se normaliser à un niveau, ici aux États-Unis, de l'ordre de 4%, ici en Europe, de l'ordre de 2,5%. Donc, revenir à un paradigme assez similaire à celui qu'on avait pré-crise. Pour nos jeunes participants, c'est à peu près dans 10% des cas que vous avez la faculté de placer un taux d'intérêt à court terme qui est plus élevé qu'un taux à long terme. C'est-à-dire en ce moment, si vous placez à une durée d'1 ou 2 mois, vous pouvez avoir du 4%. Si vous voulez. Alors que si vous placez sur une durée plus longue, toujours en euros et sans prendre beaucoup de risques, vous serez en dessous. Donc, apprécier le moment, ça ne durera pas, ça reviendra, moi j'ai connu ça aussi, hein, mais il y a une trentaine d'années, mais ce n'est pas des situations qui se reproduisent régulièrement, parce que la logique c'est que si vous placez à court terme, vous ne voulez pas prendre de risques, donc vous n'êtes pas beaucoup rémunéré, et maintenant vous placez à long terme, vous êtes plus rémunéré. D'où ce qu'on appelle la courbe normale des taux. Je vous renvoie au chapitre 22 du Vernimmen, qui est comme ça et qui n'est pas celle que vous voyez. Alors, on espère que tout va se passer comme tout le monde l'anticipe. Néanmoins, on se pose la question, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas le scénario rose de retour à une économie avec des taux faibles à long terme et donc des taux très faibles à court terme? Ben, on a quand même des craintes sur certains secteurs qui pourraient se manifester si on a des taux qui restent élevés. Les acteurs endettés et l'immobilier, parce que naturellement c'est un secteur très endetté, pourraient être menacés ou en tout cas souffrir très fortement si on avait une persistance de ces taux élevés. Et on évoque juste un point, c'est que en finance, on voit quand même que les acteurs ont la mémoire assez courte et lorsque habituellement, historiquement, les LBO étaient notamment couverts pour la moitié de leur dette, au moins. Il y avait une obligation de couvrir la moitié de leur dette contre la hausse des taux. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que cette clause-là, elle n'existe plus dans les trois quarts des, je crois que c'est ça, les trois quarts des LBO n'ont plus cette clause-là et n'auraient pas couvert les taux à long terme. Donc, s'ils restent de manière relativement longue à des niveaux élevés, on pourra avoir de la casse de manière importante dans le secteur des LBO. Aujourd'hui, les entreprises ont quand même des marges qui sont confortables et fait un travail opérationnel assez important. Donc, elles ont la capacité sur le court terme à résister à des taux élevés. Si les entreprises très endettées, notamment celles sous LBO, si les taux restent à un niveau élevé comme ça, elles ne pourront pas tenir ce niveau de taux très élevé très longtemps. Et pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un trait universel que dans les phases où l'argent est facile,
les règles d'octroi de cet argent se relâchent toujours. Et donc, les contraintes qu'on impose aux emprunteurs sont plus laxistes. Et puis, la vie étant faite de haut et de bas, y compris en finance, on arrive à des périodes plus compliquées comme en ce moment, où les règles redeviennent plus rigides. C'est un peu comme si, sur le campus, on disait dans certains temps, vous avez droit à 5 absences sur 7 cours obligatoires sur le campus, et puis à d'autres moments, on vous dirait, vous avez droit à une absence sur 7 cours. Vous voyez, ça n'arrive pas comme ça sur le campus, je vous rassure. Mais en finance, ça arrive. Voilà. Enfin, oui, on a la page de publicité. Oui, je crois que c'était à moi de la faire. Voilà, c'est moi qui fais la pub. Bon. Donc, on a une page de publicité. Alors, on vous conseille particulièrement cette pause pour lire l'ouvrage qui fait 2,3 kg et 1197 pages. C'est la meilleure. Vous avez reconnu d'ailleurs évidemment le campus de Juan Josas et ses magnifiques arbres. Je regrette toujours de ne pas avoir mis un bouquin au chien. Mais oui, ça reviendra. C'est des améliorations qu'on apporte à la marge. Bon, on a toujours moins de 1200 pages. On ne dépasse pas c'est 1197, peut-être 1199 pour la prochaine édition. Bon, on met à jour systématiquement les tableaux, les exemples, parce qu'on trouve que l'essentiel des acheteurs du Vernimen, c'est des professionnels. Donc, il faut livrer à nos clients chaque année un produit qui soit au top de ce qui existe. On rajoute régulièrement des nouveaux mots. DAT, de façon surprenante, ça n'existait pas. Il y avait bien sûr dépôt à terme, mais il n'y avait pas DAT. Donc voilà, on a trouvé DAT, on vous l'a mis. Bon, le décret tertiaire, c'est normal que ça ne soit pas avant, ni SARON, qui veut dire le taux de l'argent sans risque pour simplifier en Suisse. On a quand même des lecteurs en Suisse. La taxe interne carbone, ça sera un sujet d'actualité dans la prochaine lettre Vernimen. On a toujours une version papier, une version iPad, une version en streaming. Voilà. Et on a rajouté, oui, sur l'iPad et la version en streaming, les podcasts de nos MOOC ou de nos cours HEC, parce qu'on trouvait que mettre simplement le Vernimen sur PDF, ce n'était pas tellement digital. Et puis, on a mis des applications iOS et Android qui sont à jour naturellement. Et ça, c'est les gens qui sont très gentils, qui nous écrivent des gentilles choses sur nous. Alexandra Soto, c'était une de mes anciennes étudiantes il y a 25 ou 30 ans. Maintenant, c'est la numéro 2 mondiale de Lazare, et donc je souhaite à mes anciens étudiants dans 25 ans de figurer au dos du Vernimen. Je n'hésiterai pas à les solliciter pour obtenir ce genre de phrase. Et puis, on vous remercie de votre attention. On mettra, comme d'habitude, ce n'est pas encore fait, mais durant le week-end, probablement en ligne, la présentation pour ceux qui veulent la récupérer sur le site vernimen.net. Et donc, on est à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions, si vous en avez, avant d'aller prendre un verre à côté. Absolument. D'accord, très bien. Oui, merci beaucoup. Et aussi pour les participants, on va vous envoyer le lien avec la captation. Donc, vous aurez aussi les slides dès demain matin ou plus tard. Est-ce qu'il a des questions? On a 2 micros. N'hésitez pas à lever la main. Messieurs, je reviens au tout début de votre présentation, quand vous parlez des effets finalement sur les entreprises mitigés par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Et vous citez plusieurs raisons, et je crois que c'est la dernière raison où vous dites finalement il y avait des taux réels qui étaient quand même favorables aux entreprises puisqu'elles ont pu augmenter leurs prix à l'occasion de la remontée des taux d'intérêt et de l'inflation. Mais ça, vous omettez de dire, je crois, parce que je l'ai vécu dans mon entreprise, qu'il y a également eu une augmentation des coûts d'exploitation pour les entreprises, et notamment une hausse importante des salaires demandés par les salariés ou par leurs représentants, et puis une hausse des coûts énergétiques, notamment pour les entreprises industrielles. Ça, c'est le premier bémol que je vois. Et le deuxième que je vois, c'est que toutes les entreprises n'ont pas forcément la capacité d'augmenter leur prix comme elles le souhaitent. Ça dépend de leur position par rapport à la concurrence, leur price power, comme on dit en anglais. Donc, comment vous expliquez que ça reste quand même un avantage? Alors, c'est juste. Bien évidemment, ce qu'on dit là d'un point de vue macro n'est pas vrai pour chaque entreprise. Ce qu'on a observé néanmoins, c'est qu'il n'y a pas eu de détérioration des marges d'un point de vue macro, même une légère amélioration, mais pas aussi importante que des marges nettes, donc après charges financières. Non, des marges d'exploitation, tout à fait. Donc, d'un point de vue macro, même s'il y a des perdants et des gagnants, on a vu une répercussion globale de l'inflation des coûts sur les chiffres d'affaires. Et en valeur absolue,
puisqu'on a une augmentation donc des résultats d'exploitation de manière importante. Or, les frais fixes, enfin, la dette, elle est à un volume constant, et donc ça permet, cette augmentation de valeur du résultat d'exploitation permet de couvrir une hausse en pourcentage des taux d'intérêt sur un stock de dette fixe. Donc, ça a permis, même si on ne va pas jusqu'à dire les entreprises en ont profité, parce qu'on a quand même lu ça dans la presse pendant quelques mois, que les grandes entreprises notamment ont profité de l'inflation pour augmenter leurs marges. Alors, suivant les statistiques, on le voit ou on ne le voit pas. Nous, dans les nôtres, on n'a pas observé une forte augmentation, une augmentation significative des marges, mais certainement pas une dégradation, en tout cas. Donc, en valeur absolue, les résultats d'exploitation ont fortement augmenté. Et on le voit quand on regarde effectivement les résultats du CAC 40. J'ai fait une petite étude l'autre jour pour regarder les résultats d'exploitation du CAC 40. En fait, ils ont explosé sur cette période-là. Pas forcément en pourcentage, mais en valeur absolue. Donc, ça permet de couvrir, c'est ce qu'on met ici, des coûts d'emprunt qui marginalement qui ont augmenté de manière progressive. Merci. Oui, merci pour votre présentation très intéressante. Vous avez présenté dans le non bancaire, je crois, les deux plus beaux exemples avec Orpea et Casino de restructuration auxquelles on a eu droit. À ma connaissance, c'est les plus grandes restructurations d'histoire financière européenne. J'ai envie de vous poser deux questions à ce sujet. Un, elles sont françaises toutes les deux. On est vraiment les champions en France. Je mets de côté l'immobilier chinois qui a peut-être fait pire, j'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'on est champion en France pour avoir les deux plus grandes restructurations financières de l'histoire bancaire européenne qu'on a eues derrière nous? Deuxième question sur ces deux dossiers, ce sont des sociétés cotées. Donc, on avait le cours de l'action à côté. Et ce cours de l'action, il a baissé, mais il a mis beaucoup de temps à tomber à la cave, comme vous l'avez montré. Pourquoi, à votre avis? Sur le premier point, il y a quand même, comment s'appelait Wirecard. Wirecard. Il y a quand même en Allemagne la société de paiement qui était du même ordre de grandeur. Orpea, ce n'était pas une grosse société. Hein. Mais en restructuration, Orpea, Wirecard, c'était aussi gros? Ah oui, tout à fait. C'était même plus gros parce que c'était membre du DAX 35 à l'époque. Oui, ça c'est sur l'equity, oui, ça ils étaient sur le DAX, oui. Mais c'est vrai qu'en termes de dette, il y avait probablement moins de dettes qu'Orpea. Oui, il y avait beaucoup moins de dettes que Casino et Orpea. En equity, oui. Je parle en dette. Là. On les a bien soutenus, Orpea et Casino, pendant longtemps. Effectivement, il y a eu sur le cours de l'action, on est d'accord que l'action s'est tenue dans un cas comme dans l'autre à quelques euros. On avait un phénomène de meme stock comme on l'avait aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens ne faisaient pas le travail d'analyse financière jusqu'au bout, ne lisaient pas finalement les éléments qui étaient indiqués, et on avait très très peu de liquidités, et on n'avait plus aucun fonds d'investissement qui était investi dans ces sociétés. Donc on a comme sur AMC aux États-Unis, Bed & Beyond aux États-Unis, ou la dernière c'était on a des valorisations qui sont faites par des gens qui ne sont pas professionnels et donc qui ne comprennent rien. Quand on a quand on a des fonds des asset managers qui investissent, on a une rationalisation du prix de l'action par des gens qui sont des professionnels de la finance. Et là, on a des valorisations qui tiennent la route. Orpea, à la fin, il n'y avait plus aucun investisseur professionnel, ou alors des gens qui étaient totalement gelés, tel Peugeot Invest qui a fini par sortir, mais qui ne traitait pas l'action. Et donc, si vous n'avez aucun investisseur professionnel, vous ne pouvez pas emprunter de titres. Et si vous ne pouvez pas emprunter de titres, vous ne pouvez pas faire de vente à découvert. Donc, ce qui a expliqué, à un moment, on avait fait un petit article sur notre page LinkedIn en disant mais Orpea vaut autant que Total Energy.
parce qu'il suffisait de prendre les 159 milliards d'actions qui étaient une certitude, qui allaient venir dans 15 jours, 20 jours, 3-4 semaines, et puis de multiplier par le cours de l'époque d'Orpea qui était encore à 90 centimes, et on voyait que c'était une aberration, si vous voulez. Mais ce n'était pas possible de vendre à découvert. Donc les professionnels ne pouvaient pas arbitrer, ne pouvaient pas rationaliser le titre. Donc on n'avait que des investisseurs qui n'étaient pas rationnels. Et quand vous lisez le forum Boursorama, c'était quand même atterrant. Oui. Oui, on est bien d'accord. Oui. Non, les deux analyses qu'on a trouvées qui n'étaient pas buy étaient hold. Hold en financier de tous les jours, ça veut plutôt dire vendre, mais comme on n'ose pas dire sell, on dit hold. Bon. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, monsieur. Les gens n'ont pas regardé. Oui, enfin, Muddy Water a fait son travail en fin 2015. Et les gens ont pris du temps. Moi, je me rappelle en assemblée générale d'une société d'investissement que j'ai contribué à faire disparaître, qui s'appelait Sofragie, qui avait investi dans des obligations de la holding Rallye. Et il m'avait expliqué, ça rapporte beaucoup. Donc, je lui ai dit, écoutez, vous n'avez rien. Enfin, regardez, faites un peu d'analyse financière. Oui, mais Odo nous dit que c'est très bon. Je dis, faites de l'analyse financière, regardez, vous allez voir que ce n'est pas possible. Le cash flow n'est pas là pour rembourser votre dette. Donc, vous ne pouvez pas remonter des dividendes significatifs au niveau de Rallye pour rembourser la dette de Rallye. Donc, s'il vous plaît, vendez tout de suite vos obligations à yield. Heureusement, ils m'ont suivi. Mais et j'ai eu la chance d'avoir regardé moi-même cette affaire. Je déteste les ventes à découvert, donc j'en fais pas à titre personnel, ni à titre professionnel. Mais voilà, quoi. Après, ça renvoie aussi. Oui. Oui, cela dit, le mode de fonctionnement de publier, de shorter, de publier, de revendre dans l'après-midi ne montre pas une déontologie. Ils avaient fait une bonne analyse, mais si on pousse, les louanges à Muddy Waters, moi j'ai un peu du mal quand même. Je suis désolé. Non, ils n'ont pas été condamnés. Oui, mais appliquer une déontologie, c'est pas forcément respecter la loi. On a une question au fond, monsieur. Merci beaucoup. À propos justement de Casino, c'est quand même une spécificité française avec le mandat, les procédures spéciales, les procédures de sauvegarde. Je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès sur la réglementation des faillites en France. Je vous rappelle qu'il y a quand même un équilibre à trouver avec la sauvegarde de l'emploi dans les procédures. Et sur le nettoyage de l'equity, parce que on voit bien que dans les deux cas, là, ici, on a totalement nettoyé l'equity, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ou 10 ans. Oui, la loi a changé. Et donc, la loi est beaucoup plus stricte envers les actionnaires, et les actionnaires perdent effectivement l'ensemble de leur mise, alors qu'avant, il y avait une espèce de dogme qu'ils devaient garder au moins 10% de leurs avoirs quand il y avait une faillite, ce qui n'avait, d'un point de vue financier, bien évidemment, aucun sens. Et la directive européenne qui s'est trouvée à s'appliquer de 2021 ou 20, je ne sais plus exactement, elle s'est beaucoup inspirée des régimes qui existent en France, ce qui fait que la transposition en droit français, nous on le sait parce que chaque année on regarde ça, comme on n'est pas au cœur de notre compétence, on se fait aider. Il n'y a pas eu énormément de changements, si vous voulez, parce que en fait, le système français qui a été modifié à de nombreuses reprises est relativement équilibré entre d'un côté, c'est ce que la directive montre, hein, c'est que ceux qui étaient sur des réglementations beaucoup plus drastiques d'un point de vue liquidation des sociétés ont plutôt convergé vers la réglementation française que l'inverse. Et la réglementation française, c'est aussi un peu durci sur la partie, notamment sur la partie equity. Un autre sujet qui est celui de l'activité de fusion-acquisition sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt. Il me semble qu'en 2023, c'est la première fois où on est en deçà des 3 000 milliards de dollars
Qu'est-ce que vous pensez de la perspective commentateur qui parle d'un rebond et quelle est votre Alors, effectivement, je crois que la baisse, en nombre de transactions en Europe n'est pas dramatique. Dans le monde, je dois être 6%. La baisse en volume de transactions, plutôt de l'ordre de 20-25%, quelque chose comme ça. Donc, il y a une baisse forte. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que 2021 avait été une année totalement exceptionnelle, totalement atypique, parce qu'il y avait eu du rattrapage de 2020, totalement gelé, Covid, et donc aucune transaction. Rattrapage en 2021. 2022 était à peu près à l'étal par rapport à 2019 et 2023 était sensiblement en dessous. Ce qu'on observe en pratique, c'est que il y a quand même, on voit quand même des effets de baisse de prix et des baisses de multiples, même si elles sont marginales, elles existent quand même. Et on a un manque de convergence entre des vendeurs qui voient la bourse à des niveaux très élevés et qui se disent je vais vendre au même prix qu'avant, et des effets quand même plutôt négatifs financiers avec la hausse des taux d'intérêt et la baisse marginale des multiples. Par ailleurs, tout un segment de marché qui est en 2023 totalement mort, c'est le segment du LBO, parce qu'une partie de l'année, il n'y avait plus de dette, et puis dans la suite, il y avait de la dette, mais qui était très chère, avec des gens qui se disaient les taux vont baisser, pourquoi je m'endetterais maintenant? Donc, une incertitude forte. C'est pour ça que les gens sont optimistes pour 2024, parce qu'effectivement, ils se disent il y a une stabilisation, voire une légère baisse des taux d'intérêt. Par ailleurs, les banques centrales ne vont pas baisser de manière extrêmement rapide les taux. Donc, il y a l'effet d'attentisme. Si j'attends, j'aurai des taux bien inférieurs et pas très marqués. Donc, les gens s'attendent à ça. Par ailleurs, on a un effet qui devrait être positif à court ou moyen terme, qui est que comme il y a eu très peu de transactions en 2023, les fonds d'investissement ont peu vendu. Et donc, on sont restés avec leur participation sur les bras, voire on fait des fonds de continuation. Donc, on bricolait pour pouvoir maintenir leurs fonds. Ils ont continué à lever des fonds, mais ils ont très peu investi. Donc, ce qu'on appelle le dry powder, le montant à investir par le private equity, a en fait monté de l'ordre de 10% en 2023. Donc, on est sur j'ai pas vendu, j'ai pas investi, et donc on va avoir des fonds qui vont arriver à maturité. Ils vont devoir être de plus en plus sous pression, 2024, peut-être 2025, pour vendre les participations qui restent dans leurs fonds, d'une part. Et par ailleurs, on va avoir un besoin de réaliser des investissements dans un monde où vraisemblablement, on commence à le voir aujourd'hui, les attentes des vendeurs deviennent plus réalistes par rapport au prix que sont prêts à payer les acheteurs. Donc, effectivement, on s'attend à un 2024 meilleur en termes de volume de fusion-acquisition. Cela dit, n'oubliez pas, comme le graphique de la page 1 du chapitre 47 du Vernimmen vous le rappellera, que le marché des fusions-acquisitions est un marché cyclique. Il y a des hauts et des bas, et ce n'est pas des petits hauts et des petits bas. Hein. C'est des montagnes russes. C'est ce qu'on voit. 2021, un pic absolu. 2022, une baisse. 2023, une baisse. C'est pour ça que les gens se disent 2024, ça va remonter, ou 2025. Parce que si vous lisez un peu de manière précise, les personnes voient le premier semestre comme étant un semestre fast. Donc, ça veut dire plutôt fin 2024. Donc, voilà. Bon, il faut être optimiste dans la vie. Il y avait une question. Oui. Oui, bonsoir. Vous avez montré la baisse des multiples sur les LBO, sur les startups. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui souhaite, qui a besoin de se lancer, d'émettre, de se faire financer une startup? C'est compliqué parce que là, les levées de fonds, autant les levées de fonds de private equity ont baissé, mais pas de manière très importante en volume. Le nombre de fonds a très largement baissé, mais il y a une concentration sur quelques fonds. Autant le venture capital a lui, beaucoup baissé en termes de levée de fonds. Ils ont encore du dry powder. Donc, ils ont très peu investi en 2023, donc ils ont encore de la capacité d'investir. Le sujet, on le mettait là, hein, aujourd'hui, il faut montrer
des business plans qui arrivent assez rapidement à la rentabilité. Montrer de la croissance et vendre du chiffre d'affaires, ça ne marche plus, ça. Sauf dans quelques secteurs très, très ponctuels, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, pour faire simple. Hors de ces deux secteurs, il faut montrer quelque chose qui arrive à la rentabilité assez rapidement. Donc, il ne faut pas dépenser beaucoup d'argent. Mais vous savez, les startups font travailler Google, hein, parce qu'il faut qu'elles se fassent connaître, donc elles font la publicité sur Google. Donc, elles réduisent beaucoup ce volume-là en ce moment. Jack? Peut-être une explication un peu sociologique concernant le fait que Carrefour, Casino et Orpea sont des affaires françaises, c'est que l'opinion publique et notamment parmi les investisseurs non professionnels, c'est de se dire bah, c'est trop gros, il y aura quelqu'un qui va les sauver. Cas pour Orpea, parce que la question en face, et bon, voilà. Parce qu'il y a des problèmes d'emploi, parce que ceci, parce que cela, et le gouvernement ne peut pas laisser tomber des affaires comme ça. Non. Non, mais il faut dire aussi qu'il y a eu des faillites du même ordre de grandeur aux États-Unis. Hein. On en parle peu, mais Sainsbury, qui était un des principaux retailers aux États-Unis, a mis la clé sous la porte et l'ensemble des dettes ont été. Les Américains sont peut-être plus cyniques sur ces sujets-là et ça fait moins de rebonds, mais on a quand même des faillites du même ordre non bancaires aux États-Unis notamment. On a épuisé les questions. Ah non, une petite question. Une question de thématique différente. Je reviens sur la deuxième partie. La curiosité sur un domaine qui n'est pas du tout le mien. Cet écartement des bêtas, c'est visiblement un phénomène qui est régulièrement. Bah, c'est le flight to quality, c'est-à-dire que. Pourquoi le flight to quality maintenant et pas avant? C'est quand vous avez peur parce que vous voyez des faillites, il y a des gens qui se précipitent sur des valeurs perçues comme insubmersibles. J'évoquais L'Oréal parce que Jack y a travaillé. On peut évoquer Hermès, voilà, enfin, ou LVMH. Et puis à l'inverse, ou Air Liquide, voilà. Enfin, et la vie est faite de cycles en M&M et aussi en phase d'investissement. Donc, dans des périodes d'incertitude forte, parce que quand même, on a remonté les taux très très vite et significativement. Bon. Vous avez quand même des gens qui se disent oh là là, où est-ce que je mets les pieds? Et donc, j'évite des sociétés où les cash flows ne sont pas évidents à chiffrer, où il y a beaucoup de dettes. Donc, et donc, ça veut dire que ça, c'est des entreprises à bêta élevé, donc leur bêta va s'accroître. Et à l'inverse des sociétés vers lesquelles on se précipite, vous avez quand même une baisse du bêta de ce fait-là. Enfin, puis on les garde, on les vend pas, on les achète, on les vend pas. Donc, la remontée rapide des taux a été interprétée comme un signe d'incertitude qui a déclenché le flight to quality. Incertitude parce que les marchés sont très, très largement drivés par l'attitude des banques centrales et elles étaient illisibles pendant la première partie de l'inflation en ne bougeant pas et en bougeant extrêmement tard. Elles ont augmenté les taux de manière très, très agressive, comme on ne l'a jamais vu. Hein. Et par ailleurs, personne ne savait quand. Tout le monde guettait plus que la hausse des taux. Je vous rappelle le discours sur quand est-ce que ça allait s'arrêter et quand est-ce qu'elles allaient commencer à baisser. Et là, on a un phénomène où l'incertitude commence à baisser parce qu'on voit bien qu'il y a un consensus sur le fait qu'elles ne vont pas baisser tout de suite. Donc, on va avoir un an de taux élevé. Donc, mais le taux élevé pendant un an, à la limite, est plus sain que de se dire je ne sais pas si ça va continuer à baisser ou à monter, ou alors est-ce que ça va être une baisse agressive. Donc, c'est vraiment l'incertitude autour de l'attitude des banques centrales qui a je crois, déboussolé les investisseurs assez largement.
question de mode. Par exemple, le pharmaceutique, il y a 20 ou 30 ans, la mode était à la diversification des activités, en faisant de l'OTC pour limiter les impacts des pertes de brevets. Tout ça pour augmenter la valeur de l'action. Aujourd'hui, sur le même marché, on s'hyper spécialise, on se débarrasse de l'OTC par exemple. On s'hyper spécialise. Combien de temps ça va durer jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui se prenne une grande claque? C'est pas du tout lié à la. Quand on voit le nombre de scissions, que comme le marché des IPO est totalement mort, c'est par scission, mais quand on voit le nombre de scissions qu'il y a eu dans ces 3 dernières années, c'est pas la pharmacie, hein, il y a une hyper spécialisation des. Juste exemple. Ouais. Alors il y a à la fois la scission, elle est créatrice de valeur quand les tailles sont suffisantes. Or la pharma, on est sur des mastodontes qui peuvent réaliser très facilement des scissions sans tomber dans une taille trop petite. On va voir ce que va donner Vivendi, hein, parce que là on a des sujets de taille sur un certain nombre des actifs. Il ne faut quand même pas se leurrer. Nous, on pense que c'est amené à se développer, si vous voulez, parce que l'analyse financière fondamentale, telle qu'on l'explique dans la première partie du Vernimen, il y a de moins en moins de gens qui y recourent. Et donc, les gens ne passent pas le temps qu'il faut analyser, réfléchir, regarder. Et inévitablement, il y a une demande pour faites-moi des choses simples. Oui, c'est une forme de paresse intellectuelle, mais c'est sous contrainte aussi. Donc, voilà. Donc, c'est un avantage à ceux qui peuvent réfléchir, mais qui sont limités parce qu'ils ne peuvent pas suivre beaucoup de sociétés en parallèle, si vous voulez. Les décotes de holding, enfin les décotes de conglomérats sont très 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 importantes. Donc les investisseurs n'ont pas du tout envie de pioter un bilan. Et personne ne lit plus un rapport annuel. Hein. Personne ne lit plus un rapport annuel, c'est dommage. Il faut dire que lorsqu'ils font 700 pages, enfin, ils ne font pas tous 700 pages, mais la moindre TI, il y a un rapport annuel qui fait 150 pages. Donc, mais on apprend énormément de choses en le lisant, mais il faut le faire. Enfin, être investisseur, c'est un métier comme un autre, ce n'est pas un passe-temps. Enfin, ça peut être un passe-temps, mais il faut le faire professionnellement dans ce cas-là. Sinon, il faut acheter des ETF, à notre avis. Bon, écoutez, je vous propose, c'est à côté qu'on se retrouve. Voilà.